Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Une émission qui sera entièrement consacrée au manga de l'année 2023. Même si aujourd'hui on est en 2024. Bonne année hein. Bonne année. Voilà. On a donc réussi pour cette année à ressortir 12 titres les plus consensuels pour toute l'équipe. Enfin, en vrai, il y a seulement 4 ouais, titres. j'allais dire les plus consensuels. Et puis on a vend du rêve là. complété un peu plus largement que les autres années. La semaine prochaine, on fera la même chose mais avec des coups de cœur perso, une quinzaine d'autres mangas au programme. En attendant, on vous renouvelle donc nos vœux. On vous souhaite une excellente année 2024 et on vous remercie de nous avoir suivis si nombreux en 2023. Encore plus de 350 000 écoutes. Voilà, c'est énorme. Allez. Waouh. Si le marché des ventes de mangas baisse, le marché des auditeurs de la 5ème de couve, lui, il ne baisse pas. Vous n'avez jamais été aussi nombreux. Et l'émission la plus écoutée chaque année, c'est... La 5ème de couve. Non, c'est le top manga de l'année. C'est cette Ouais, émission qu'on est en train de faire. J'étais pas Je veux loin dire quand même. qu'on l'a même pas encore enregistré, que c'est déjà l'émission la plus écoutée. Bah alors, si c'est la même chose que depuis ces 5 dernières années, cette émission sera l'émission la plus écoutée de l'année. Dans cette émission bilan, il sera aussi question de vente de manga et dans les deux suivantes aussi, on va revenir avec différents classements et on va un petit peu dispatcher cette année. Et pour commencer, je vous propose donc le top 5 des tomes les plus vendus en France en 2023. Vous mettez qui en premier? Bah One Piece. Ok. One Piece combien? Ah, bah, Parce que Tome 1 le tome 1, ce serait Tome pas un, non, non, c'est non. pas le tome 1, c'est le tome numéro 105. 104 104, exactement. Ouais, on J'allais était dire pas le loin. dernier collector, mais Cette année, c'était le One 100. Piece tome 104 détrône le One Piece tome 1 qui était numéro 1 l'année dernière. Et qui est le numéro 2? Ça c'est One fou. Piece le 1. One Piece 103. One Piece tome 1. non. Qui est le numéro 3? One Naruto. Piece 102. Dragon Ball. One Piece tome 105. 105, bonne réponse. Oh là là, on Qui est le 4ème manga le plus vendu de l'année Naruto. 2023? J'arrête Tome de jouer. Bah One Piece. Naruto. One Piece tome combien? Oh non. Tome 103. Non, tome 2. Ah ouais, Oh là là, ils alternent. Comme quoi, il y a une 104, logique. 1, Il y a une 105, logique. 2. Une logique de vente. Bah donc le 104 est sorti avant le 105, donc Ouais. du coup ça joue aussi. Et le Qui est le 5ème manga le plus vendu? Bah le One Piece Naruto. tome 103. Non, c'est 106. quelque chose qu'on voit pas forcément dans la catégorie manga, mais qui on peut en Ah, être un. Shooter. Je sais. Ah bah oui, Boruto. Shona. Boruto. Miyazaki, Shonen. exactement. Boruto est pas dans la catégorie manga. Moi, Il aurait pu dire Solo Leveling. je l'ai pas dit. Le voyage de Shuna de Miyazaki, exactement. 5ème meilleure vente de l'année. Waouh. Au milieu c'est de fou, One hein. Piece, c'est genre t'as vraiment. Je sais pas. One quoi- Piece, meilleur Et vente. Miyazaki. Bah oui. Je sais pas trop quoi penser. Ah, du coup, ils ont vraiment réussi à réimprimer les. C'est Alpha bah, et oui, Omega. oui, quoi. j'ai- C'était en rupture. C'est quand même un indicateur un peu bizarre que les 4 premières places soient trustées par One Piece. Je sais pas si c'est un bon Ça indicateur. veut pas Le dire monopole. que ça manquait un peu de challenger cette année. Peut-être que c'est ce que ça veut dire, ou peut-être Bah non, que ou alors Glénat ils ont est vraiment bien trop fait. fort Il y a et ça, qu'ils font bien et- trop de bien bon recruté. marketing. Et l'autre chose aussi, c'est que là on est sur les tomes les plus vendus. Et la plupart du temps, sauf à l'époque quand ils ont fait 98, 99, 100, ils ont qu'une édition de leur manga, ils ont qu'une édition du tome 1. Alors Oui. que l'attaque des titans, t'as 17 éditions du tome 1. Naruto, t'en as 2 du tome 1. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, T'as mais ça aussi qui joue. Ouais, Mais bon, d'accord. ça va ça, pas. c'est un détail. Je pense que c'est un en détail. plus, C'est mais aussi ouais. là on est dans le zeitgeist de One Piece quoi. C'est Un peu, c'est ouais. son heure quoi. Oui, en plus, c'est vrai que la série Netflix, je pense, Ouais, quelque ouais. part, a quand même Bah, bien joué. sûr. Ah, bah oui. Ouais, de toute façon. je l'avais oublié, tu vois. Le top 12 de nos meilleurs mangas de l'année 2023 dans la 5ème de coupe, c'est parti. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Vous êtes en train d'écouter la 5ème de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les mangas de l'année 2023. Bonjour à tous. Autour de la table, nous avons Cagnard. Salut Cagnard. Salut. Johnny. Salut Johnny. Salut, je vais t'interrompre pour dire fromage à raclette et j'ai pas eu le temps. Donc tu t'es auto-interrompu pour le dire. D'ailleurs, sache Johnny que je ne te l'ai pas encore transféré, mais notre auditeur Ah, Guillaume qui vit Savoyard. en Savoie
envoyer une ref de magasin pour acheter du très bon fromage. Ah, je crois que qu'il avait envoyé une tome de Savoie. Je te l'ai pas transféré Trop parce deg. que par WeTransfer c'est trop lourd. Non, j'ai donc un lieu Vas-y. à te conseiller Je prends, que je je dois t'envoyer. Guillaume, celui que j'ai spoilé. Hein. Exactement, tout à fait. Tu vois, il est Ils pas sont rancunier. trop gentils, Il est pas rancunier. On Non, vous mais parle on donc sait pas encore. de l'émission qui était Juste en avant. ligne la semaine dernière, exactement. Robin, salut à toi. Salut. Salut Julie. Salut. Vous êtes tous en forme? Ça va. Ouais. Frais et dispo. On a évité les maladies des fêtes. Oui. Ouais, moi je suis Enfin, moi en tout cas. pareil. Pareil. On est Moi fort. j'ai le sida. Ah, Je vous l'avais j'ai pas dit, évité. désolé. J'ai évité la conjonctivite. C'est donc Cagnard, hein, confondez pas les 2024. voix. Mais non, c'était Joe. Là. Conjonctivite. Si vous nous découvrez, sachez que on fait pas toujours ce genre de blague. Non, Ça dépend heureusement. qui est dans l'émission. Non, Sachez que nous revenons aussi chaque semaine avec 1 heure de podcast, parfois plus, rarement moins. Aujourd'hui, ce sera beaucoup plus pour parler de manga. Parfois, nous proposons des émissions d'analyse avec l'habitant de l'infini en fin d'année dernière. J'essaie de remonter un peu le niveau. Oui, tu oui, sais. oui. Remonte. Ou parfois donc des émissions de recommandations et de top comme cette semaine. Si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous, activez les notifications, visitez nos pages sur les réseaux sociaux et allez faire un tour sur le blog la5ème-de-couve.fr. Nous avons donc pour cette émission établi un top 12. Il a été réalisé à partir de nos lectures à tous les 5. Pour faire ce top, on a tout au long de l'année, ou en rush à la fin, mis des notes sur 100 à toutes les nouveautés manga qu'on a lues. On a révisé ces notes plusieurs fois pour certains, et ce ne sont pas des notes objectives, mais Ah ce bah sont des non. notes subjectives pour mesurer le plaisir de lecture qu'on a eu. Voilà, c'est simplement juste un degré de kiff qu'on note. Évidemment, tout le monde n'a pas pu lire toutes les nouveautés, donc quand on n'a pas réussi à convaincre les autres de lire un titre, eh bien, ou que certains n'ont pas souhaité attribuer une note parce que ça met pas. La note finale a été dégradée, et puis ensuite on a fait des moyennes, et puis ça donne donc 12 bouquins. Donc comme je vous le disais dans l'intro, seulement 4 se dégageaient réellement cette année. Donc ça c'est vraiment le top 4 que vous allez découvrir en fin de cette émission. Pour les autres c'était très très proche, c'était une espèce de gros noyau de 8 mangas. Donc on a fait des sortes de sous-groupes pour arriver à 12. Puis il y a aussi des coups de cœur donc qui n'ont pas été forcément partagés par le reste de l'équipe. Et ça arrive donc la semaine prochaine. Puis il y a donc des titres qui ne seront pas dans cette émission. On peut les saluer comme Gestalt, Blank Space, Chasse aux cadavres, Under Ninja ou Adieu Eri qui n'était pas loin d'intégrer ce classement. Mais voilà, c'est le jeu, c'était juste en dessous de pas très loin. Et ils se retrouveront peut-être la semaine prochaine dans certains coups de cœur. Au sommaire également, les ventes de mangas en France. Donc restez concentrés, restez attentifs. Et puis comme d'habitude, prenez des notes parce que ça va être un peu long. 12 C'est mangas. beaucoup d'infos. Et ça va aller vite. Ça va aller très vite, tu m'étonnes. Le top, on commence par le groupe des 10-11-12. Les 3 mangas sympas. Toi, t'es Le sympa. faux top, Allez, quoi. viens. Ouais, voilà, voilà, 10-11-12, ils sont très sympas. C'est The World of Summoning, Blue Box et Who's Next. World of Summoning, on est dans un univers fantastique tokyoïte avec des apprentis invocateurs qui prennent part à des enquêtes et des combats hors du commun. C'est sorti chez Pika, ça fera 3 tomes en tout avec le tome 3 qui arrivera au mois de mars si je ne dis pas de bêtises. Et c'est écrit et dessiné par Yuki Kodama. C'est simple, c'est efficace, c'est marrant. C'est un peu dommage pour la durée, pour les 3 tomes. Moi c'est ça que je regrette parce que quand tu sais que ça fait 3 tomes, t'as l'impression que ça manque peut-être un peu d'ambition. Mais voilà, j'ai aussi l'impression que ces œuvres un peu à l'ancienne, parce que c'est un manga un peu à l'ancienne, World of Summoning, et puis ils ont plus bonne pub au Japon. C'est peut-être regrettable, je sais pas, mais ils ont plus bonne pub et ils sont plus encensés. On pousse pas les auteurs à prolonger, à étendre l'univers, et je trouve ça un peu dommage. Mais en tout cas, en 3 tomes, pour les 2 premiers, ça se tient très bien et c'est très fun. C'est l'auteur de Bloodlad, hein, d'accord. Et auteur de Bloodlad, Yuki Kodama, exactement. Bah écoute, on est dans un éternel recommencement. J'ai l'impression que toi et moi, à chaque fois, on parle d'un nouveau bouquin de Yuki Kodama et à chaque fois, on découvre que ça va être une série courte finalement. Donc encore une fois, The World of Summoning, très bien, très punchy, très rapide, ça va dans tous les sens. Vraiment, c'est un page turner. Tu ne te lasses pas de ce bouquin. Même les thématiques abordées, elles sont peut-être un petit peu classiques, mais elles sont sympas aussi. Il y a tout un message autour de la tolérance dans ce manga. Donc vraiment entre humains et monstres. Alors ok, c'est pas super original comme thématique, mais c'est abordé d'une manière assez sensible. Et je trouve que ça donne un vrai côté humain au manga. Donc moi, je commence vraiment à désespérer que Yuki Kodama fonctionne. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ce que nous on appelle des mangas des années 90, je vois ce que tu veux dire, j'aurais du mal à l'expliquer exactement, mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, c'est peut-être plus le modèle à l'heure actuelle. C'est devenu peut-être un poil trop classique pour ce que je fais un parallèle entre cet auteur et l'auteur de Shikigami.
Tu vois, plutôt de Psyrène pour lui rendre hommage. Tu vois, Shikigami est très bien, il est très cool. 4 tomes, Panini, c'est super, mais tout le monde s'en fout. Parce que je sais pas, il y a un côté trop classique, je pense. Il y a un côté un peu désuet qui fait que ce genre de récit, ça correspond à notre tranche de lectorat, mais pas forcément aux plus jeunes et pas forcément aux plus vieux, quoi. Bon. Et notre tranche de lectorat est habituée à du plus de 10 tomes. Oui, quand même. Et donc quand tu vois que ça fait moins de 10 tomes, tu fais non, ça a été avorté. Alors que pas forcément, pas toujours en tout cas. Non, pas toujours, mais lui, si, ça c'est fait bien plusieurs ficelé. séries d'affilée quand même. Il a fait une grosse série, on l'a découvert avec Bloodlad, donc 19 tomes et tout. Et depuis, il fait que des séries courtes et qui à chaque fois démarrent super bien. Celle de Kurokawa, comment elle s'appelait sur les ninjas Demon Tune, elle était super bien aussi. Je me souviens que tu avais dit qu'à chaque fois c'était plein de promesses. Et ben là, c'est exactement la même chose, World of Summoning. Et ouais, énormément de promesses. Énormément de promesses avec la conception de l'univers. C'est top, avec le fait que des mondes parallèles se mélangent et que du coup il y a des ghettos avec des êtres venus d'un monde parallèle et qu'il faut des invocateurs pour aller piocher, etc. Je trouve que ça demandait à être fortement exploité, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment, c'est un petit peu dommage, mais voilà, pour nos auditeurs, s'il y a encore des amoureux, et tu sais quoi, ça m'énerve de dire des classiques du shonen des années 90 parce que ça veut rien dire en plus. On aurait du mal à le définir nous-mêmes, tu vois, ce classique des shonen des 90. Mais en tout cas, si on a des auditeurs qui aiment bien les récits vraiment d'action, et de toute façon, je pense que vous connaissez déjà le dessin du Yuki Kodama, franchement, allez-y, c'est vraiment une super série à offrir en cadeau, par exemple. Justement, on était dans les shopping lists de Noël. Parfois, t'as des profils, tu ne connais pas vraiment la personne. Si c'est un ado, tu sais pas vraiment quoi lui offrir. Je conseillais d'offrir des vieilles séries dans ce cas-là. Typiquement, je pense que World of Summoning, t'offres ça à un ado pour Noël, les 3 tomes, c'est trop cool, tu vois. Il va être content de sa série. Ouais, sauf qu'il les lit toute la journée. Ça va aller vite, quoi. C'est ça le problème. Tu vas voir d'ailleurs dans les cadeaux à faire, il y a un manga qui est remonté là avec les fêtes de Noël. Vous allez pas y croire. Ok. Oh là là. World of Summoning, c'est dispo aux éditions Pika, déjà 2 tomes. La suite aussi dans les mangas sympas, on avait Blue Box, histoire d'amour, l'amour quand tu nous tiens. On suit l'ascension d'un jeune joueur de badminton afin de se hisser au niveau de la fille qu'il aime. Il essaye de devenir champion de badminton. Et elle, la fille qu'il aime, est championne de basketball. Il essaye donc d'arriver, de se faire remarquer. D'être aussi forte que elle, mais en badminton. Exactement, que elle au basket. Il essaye de se faire remarquer. Okay. 5 tomes dispo en France, sur 13 au Japon, c'est toujours en cours, c'est signé de la mangaka Koji Miura. Eh bien, sans être le manga de l'année, c'est assez gentillé et détendant. C'est pas le manga de l'année parce que les comédies romantiques, on connaît, c'est assez classique. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même un petit bol de fraîcheur avec franchement une vraie mention spéciale pour la communication dans l'histoire, dans le sens où il y a beaucoup de quiproquos dans l'histoire, mais c'est pas sujet à un ressort scénaristique. C'est-à-dire que si le mec a pas compris ce que faisait la fille, il va lui dire. Et elle, tout de suite, elle va répondre. Et du coup, c'est très bizarre, ça, pour le coup. C'est moderne. C'est bien parce que ça quand ça se passe comme ça dans les mangas. Oui. Voilà. Et là, normalement, tu parles pas sur 3 tomes de oh là là, elle m'a pas regardé parce qu'il y avait machin. Et en fait, non, le mec fait mais non, je t'ai pas regardé parce que en fait, je t'ai pas vu. C'est le manga sans intrigue. Non, mais y a pas besoin. Et c'est là justement où ça va plus loin. Et là, j'avoue, ça fait plaisir de pas avoir des quiproquos de merde. Non, puis c'est vrai que les comédies romantiques sportives, c'est même devenu un grand classique. Il y a la comédie romantique qui est un classique et la comédie romantique sportive qui est un sous-classique du manga. Et Katsu et compagnie, je pense qu'on a une pointure dans le domaine. Ah ouais, mais alors là, on sait même. Non, je dirais pas que c'est comparable à Adachi. Ah non, complètement. Je veux dire, là, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus moderne, beaucoup plus frais, comme vient de dire Johnny. Donc, mais c'est juste que. Il y a une tradition. Oui, tu sens une vibes tradition de comédie romantique sportive. Voilà. Et alors là, je me suis découvert une tendresse vraiment particulière pour ce petit couple. J'ai envie de... Oh, mais t'es sensible, toi. C'est vrai, je suis sensible. Et puis ça se lit tout seul, voilà. Il suffit de se laisser porter. En fait, c'est pas forcément le manga que tu mets en top 1 de ta liste de lecture. Mais une fois que tu commences, tu fais est-ce que j'ai la suite ? Bah oui. Et après, tu vas attendre encore 3 mois, 6 mois, et tu vas faire mais attendez, faut que je rattrape. Tu recommences à lire et tu te laisses porter. C'est assez simple comme ça. Puis l'autre point important aussi concernant la caractérisation de ces personnages et de la modernité de ce récit, ici on a le garçon sportif, mais que pas un super sportif, qui tombe amoureux de la fille sportive elle aussi et qui est meilleure que lui. Ouais. Je trouve que ça change un peu, ça les déplace légèrement. Ça pas une révolution, mais ça équilibre les relations. Et je trouve que ça aussi ça change.
Oui, et puis il y a très vite le traditionnel triangle amoureux, j'ai envie de te dire. Moi, je sais pas, j'ai eu un petit peu de... Enfin, il est très bien, hein, ça c'est sûr, mais je pense que je l'ai noté un peu moins élevé que certains de vous, parce que... certains d'entre vous, parce que je trouvais que... comment dire, elle est trop parfaite, tu vois, c'est une héroïne, elle est super forte, elle est intelligente, elle est sympa avec tous les garçons. Et puis en fait, l'autre, sa rivale, quoi, elle est aussi... là, pour le coup, t'as plus accès à ses doutes et ses émotions, et du coup, t'as un petit peu plus d'empathie. Enfin, je sais pas, mais du coup, ouais, j'ai hâte d'avoir la suite, tu vois. Parfaite, elle a l'air parfaite. Bah, voilà. C'est souvent le cas comme ça. Blue Box, donc, aux éditions Delcourt Tonkam, c'est dispo. Édition Delcourt Tonkam aussi pour ce 3e manga sympa. Who's Next, un survival game apocalyptique où 8 élèves, et pas les meilleurs du lycée, doivent survivre et s'échapper de leur bahut assiégé par des monstres. C'est signé Kiminori Wakasugi. Déjà 3 tomes sur les 10 que fera la série sont disponibles. Il a réussi à faire 10 un truc de fou. tomes. Franchement, bravo. Exactement. Là, bravo. Respect, j'ai envie de te dire. Alors là, on est sur la série, j'en avais déjà parlé dans une précédente émission, mais on est sur la nouvelle série de l'auteur de Detroit Metal City, donc une série qui est... c'est marrant, j'allais donner la thématique de la série, mais en fait, on devrait plutôt parler de thématique d'auteur dans le cas de cet auteur, et moi j'adore, parce que c'est vraiment un auteur qui sait aller chercher les aspects les plus sombres de l'humanité. Quand Max dit que c'est pas les élèves les plus finaux qui restent dans ce manga, c'est exactement ça que j'adore avec cet auteur, c'est qu'il te montre vraiment la crasse humaine, et il a cette capacité à tordre la notion du héros dans ce manga. Je l'avais abordé déjà, où vraiment la notion du héros dans le manga, je trouve que c'est hyper important, et là on peut mélanger tous les genres, parce que c'est quand même ce qui occupe, allez, on va dire peut-être 80% du bouquin. Qu'est-ce que va faire ton héros ? Qu'est-ce que c'est d'être héroïque ? Qu'est-ce que c'est d'être lâche ou d'être courageux ? Et je trouve qu'on est évidemment dans des versions qui sont souvent fantasmées, les gens ne fuient jamais. C'est pour ça que j'adore Popu aussi, parce que c'est un des rares personnages de manga qui ose fuir, tu vois. Tout ça pour dire Popu. Ouais, voilà. Ça fait 10 ans que je prépare ça, mon pote. Du manga Fly. Autrement appelé Dragon Quest, la quête de Dai. Et autant, moi j'adore toutes ces parties-là, mais effectivement, il y a toujours des côtés où tu sais, tu te mets à la place du héros et tu te dis, mais moi j'aurais pas forcément réagi comme ça, j'aurais pas eu le courage, tu vois, de réagir comme ça. Et je trouve que dans les mangas de cet auteur-là, enfin non, même pas dans les mangas, dans celui-ci en particulier, t'as vraiment cette notion du héros humain. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup rapproché, parce que en fait il y a un côté hyper vicieux, parce que je me rapproche de quelqu'un qui n'est pas un chouette humain en soi, mais je trouve ça cool. C'est ça l'intérêt, c'est un véritable exutoire, parce que t'as la satisfaction de voir que les humains, d'autres, sont absolument pleins de défauts, que personne n'est meilleur que toi t'es pas le meilleur, t'es pas meilleur que les autres. Et ça te remet aussi à ta place, ce genre de récit, je trouve. Ça donne un aspect réaliste aux histoires d'invasion, parce que l'histoire de ce manga, on la connaît déjà. Mais là, c'est un peu comme si elle était vue d'un point de vue réaliste. Je veux dire, j'y crois à ce qui se passe quelque part. J'y crois qu'il y a une sorte de sélection naturelle entre les beaux gosses et compagnie. Ça, j'y crois complètement. Tu vois, et voilà, il y a une noirceur et un humour dans ce bouquin que j'adore, qui est évidemment pas... qui va pas être du goût de tout le monde, mais si vous aimez bien les récits un peu noirs, un peu humour noir, ça va vous faire grave triper. C'est un auteur quand même qui a une notion assez particulière de ce qui est stressant ou pas. Enfin, de mettre parce qu'on peut dire quand même, c'est des gens, ils vont être bouffés, mais on sait pas quand, et il faut qu'ils décident entre eux qui va se faire bouffer le lendemain. C'est ça. Donc et donc là, toute la stratégie des gens, comme tu dis, les beaux gosses versus les nuls, les intellos mais vicelards, ou enfin bref, chacun a sa technique de survie, et évidemment ça ne fonctionne pas. C'est Koh-Lanta mais version version manga. Quand la sentence est irrévocable, elle est vraiment irrévocable, quoi. Et puis t'as un côté un peu école emportée, très moderne aussi, qui est assez trépante, mais moi je trouve ça un peu stressant. Après, on est sur quelque chose qui n'est pas hyper original. Je veux dire, au début t'as ce truc de choix qui rappelle les mangas de les deathmatch, on va dire, quoi. Sauf qu'après ils sortent de l'école, plus
plus tard, et là en fait on part dans un récit post-apo assez classique, avec toujours cette notion, l'homme est un loup pour l'homme et compagnie, mais tout ça est très classique. Mais passé à la moulinette de l'auteur, je trouve que ça donne une tonalité, un ton qui est vraiment différent et qui en tout cas moi me plaît beaucoup, quoi. Franchement, moi quand j'ai lu les premières pages, j'ai trouvé c'est pas ouf. mais en vrai, j'ai quand même lu tout le tome 1 parce que je pouvais pas m'empêcher de tourner les pages. Bah oui. Et même à la fin du tome 1, tu fais putain, fait chier, il y a trop de questions là, je veux vraiment les réponses, c'est pas normal. Les hélicos là, enfin ils sont où tous ces gens, je fais mais ils viennent d'où? Et en vrai, je veux savoir la suite. Tu vois, c'est là où il est, c'est là où il est malin, c'est que à contrario de Detroit Metal City qui avait tout misé sur l'humour, là il a un scénar en fait. Il a un scénar, il y a un aspect mystérieux comme dit Joe, il y a vraiment plein de questions. C'est ça qui te fait rester principalement. Et je trouve que là-dessus on peut voir qu'il a évolué, qu'il a progressé aussi. Il se contente plus de faire de l'humour, il met du scénar qui fait que t'as envie de rester en plus et qui fait tenir 10 tomes. Et qui fait tenir 10 tomes. Moi, par contre 10 tomes, bravo. Who's next pour le coup. Très pressé de lire la suite. Aux éditions Delcourt. Tonkam, je vous propose avant d'enchaîner de faire un petit retour sur les meilleures ventes les meilleurs lancements de mangas, de séries originales ou de mangas originaux. Donc on dehors tout ce qui est un peu collection. Ok. Et on a soit des one shots, soit des séries. Qui, à votre avis, est vous voulez commencer par le premier ou par le 12e? Le 12e. Le 12e, à votre avis? Voilà, c'est chaud. Il s'est lancé. Ouais, mais Johnny vous a piégé. C'est Hirayasumi. Okay. Ah, trop bien. Putain, c'est. Bah oui, voilà pourquoi c'est le 12e. Well done. Avec un gros pic au moment de Noël. Bizarrement. C'est celui-là qui a eu un mais tout le monde a fait fait. je veux des bonnes vibes, je veux des trucs sympas à lire. Exactement. 11e, on en a parlé à l'instant. Enfin, il y a quelques instants. Who's next? Non. Ça m'aurait étonné aussi. Blue Box. Blue Box, Ouais, exactement. Ah, pas mal. 10e, c'était un des plus gros lancements de cette année. Gachakuta. Non. C'est trop L'autre. tôt. C'est trop tôt. Akane Banashi. Akane Banashi, Ah. exactement. 9e, Cagnard, c'est un manga qu'on n'a pas du tout aimé tous les deux. Ah bah Il y en a attends, plein. c'est chaud ça. Alors, c'est des histoires, il y a de la bagarre, Ouais. mais de la bagarre amicale. Ah oui, c'est le truc de Vega là. Non, l'autre. Non, le truc de Pika. Ouais, Les casseurs de les vent. Yamakasi du vent là. Les fils du vent. Les Ouais, fils du vent, c'est ça. Windbreaker, exactement. 8e, c'est pas sorti mal, en tout début d'année. Alors évidemment, c'est un top qui tient compte de l'année civile. Donc Ah bah oui. évidemment, les mangas Entre qui sont sortis janvier et en début décembre. d'année, ouais, mais après de toute façon, ils sont tous tellement dans un mouchoir de poche pour certains que le 3 mois d'écart, ça a pas changé grand chose. Ok. D'accord. Peut-être. 8e, donc sorti en tout début d'année. En tout début d'année. Ta copie? Valalian, Ah. The Black Ah. Iron. Valalian en premier. Valalian, Mais ouais. tu comptes le collecteur du coup. Ouais, bien sûr, Ouais. tout compte. 7e, c'est l'adaptation est arrivée sur Netflix. L'adaptation animée est arrivée sur Netflix cette année. Plutôt. Pourquoi pas Nouveauté cette année. Eh ben non, c'est pas un lancement. Ah, pardon, oui. Histoire d'amour, Ouais. Une adaptation animée. Ah, le truc du mariage. My Le Happy truc du Marriage. mariage, My Happy Ouais, Marriage, ouais, ouais. exactement. On est bon sur les titres, on est bon. Vous êtes pas Putain, mal. on a bien lu, hein. 6e, retentez un coup. Ta copie. Ta copie? Non, toujours pas. Ah ouais. Adieu Eri. Toujours Mais- pas. Non. Robin, tu l'as cité il y a quelques instants. Ah bon? Ouais. Plutôt. Non, c'est Gachakuta, Ah un des oui, autres gros lancements de l'année. Gachakuta. Et le 5e, je veux bien vous laisser deviner, mais j'ai envie de vous dire, vous devinerez jamais. Mais on Ouais, bah devinera laisse pas. tomber, On alors. devinera On pas. n'y arrivera pas. On Je n'aime vais pas vous ce donner jeu. un indice. Chat. Le chat et sa geek. C'est pas ça. La gameuse et son chat. Hachi et Maru, chat des rues. C'est chez qui? Ghetto Cat. Doki Doki. Ouh. Et alors, pareil, C'est chez il y a qui, un évidemment pic que c'est à chez nous. Noël. Oui, évidemment. C'est Incroyable. Pour Ah les bah chats, ouais. le bon manga à conseiller à Ouais, Noël, ouais, je pense. à Noël, ouais. Mais eux, ils s'en sortent bien parce qu'ils font pas de marketing et ils vendent. Franchement, Bah, c'est bravo. Bah si, ils en font quand même. Bah oui. Oui, oui, mais t'as c'est vu des obligatoirement. pubs du chat? Bah il y a des pubs en lieu de vente, ce genre de choses. Alors déjà, il y a deux chats, Joe. il y a les- Hachi et Maru. Non, mais je vois très bien les gens. Il faut que j'offre un manga à ma nièce, elle aime Ouais. les chats, voilà. Et Et le c'est un manga. libraire, Et il lui, me il conseille était là. ça, tu vois. Oh tu là vois. là. Et bim. 4e. Là, on commence à aller sur le haut niveau. Il y en a que vous n'avez pas cité encore. Ah ouais? On le savait, c'est pour ça on attend. Ouais. Bah, Hiromu Arakawa, par exemple. Ah bah oui, Ah bah oui, Ah, Tsugai. Tsugai. Tsugai, 4e meilleure vente. Il est que Pas quatrième. très loin, Oh, ouais, c'est mais pas dommage. très loin. Là, c'est sorti un peu plus tard. Pas très loin que 2 mangas qui sont sortis en début d'année. Bah, donc ta copie. je Donc suppose. ta copie, 3e, et l'autre. Eri. Et Adieu. Et Eri. Adieu Eri, Ouais. 2e, et numéro 1. Bah, Shuna. parce Shuna, qu'il était le voyage 5ème de des. Shuna. Oh là là. C'est waouh.
Adieu Eric, deuxième quand même. Ouais. Ouais, alors, mais c'est marrant parce que on parle de notre amour des séries. Ouais, de ce genre de ça, ouais. choses. Les Et 3 bam. premiers, c'est Voyage de Shuna, Adieu Eri Ouais. et ta copie. Ta copie, Des c'est one-shot 2 tomes. ou des deux Ouais, tomes. oui, les one-shot, ouais. Et du coup, t'as compté que le tome 1 pour ta copie ou les deux? Bah non, les deux. Le tome 1 plus le Et coffret le tome 1 et 2. Et le coffret qui s'est hyper bien vendu aussi. Oui, bah oui, Donc, du coup, un peu Parce que les gens biaisé. ont beaucoup acheté. Ouais. Mais un peu biaisé du coup. Bon, oui, non, c'est les gens ont le tome 1 quoi. Et en même temps, le top 5 que t'as fait précédemment, c'est que des séries longues. Sauf Shona. La suite de cette émission, de ce top de nos mangas favoris de l'année, c'est les petits seinen surprenants en 8ème et 9ème place. Ouh, les petits seinen surprenants. Petits seinen surprenants. Ouais, je Les, cherchais un truc les un peu- PSS, comme on dit dans le, dans le ouais, jargon. les PS, ouais, c'est bien ça, les PSS. On commence, Cagnard et Joe, avec Ender Geister, le mythe revisité de l'exorciste de démons, sauf que là, l'exorciste s'appelle Michael et qu'il est passionné de films d'action des années La 90. Kira. Bah écoute, Endergeister, j'en ai déjà parlé aussi dans cette émission. Moi, c'est vraiment mon petit coup de cœur perso. C'est vraiment un manga de bourrin. Hein. C'est pour les amateurs d'action décérébrée. Mais j'ai un vrai plaisir à retrouver cette ambiance des années 90. Alors attention, Maxime, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure des mangas des années 90, là je parle d'une ambiance de film des D'action. années 90, de films d'action des années D'actionneurs 90. des années 90. Voilà. Et ça, par exemple, typiquement, dans le cinéma, j'ai énormément de mal à retrouver cette ambiance des films que j'adorais quand j'étais jeune des années 90. Il y en a plein qui essayent de le faire, mais de manière tellement artificielle que ça fonctionne pas avec moi. Et là, ce qui est marrant, c'est en manga, ça a grave pris. Et bah, en fait, je kiffe parce que, ok, le récit est pas Basique. trop compliqué, il est basique. Après, il est bien dessiné. Je trouve qu'il est super bien dessiné. Les chorégraphies de combat, elles sont très cool. Les démons, ils sont hyper originaux. Non, mais c'est vraiment, je vais pas dire un plaisir coupable parce que j'aime pas cette expression, c'est un bon. Un peu quand même, hein, il y a du hentai dedans, donc c'est un plaisir coupable. C'est un Bon, plaisir il coupable. y a pas du hentai. Il y a des seins, il y a des seins. Un peu. Ah, il y a du, Un il y a petit peu. du, il y a du fan service Oui, un petit peu. à gogo quoi. Ouais. Ouais, c'est bien la première fois que je le vois. Oui, mais à côté de ça, attends. Et j'ai changé. À côté de J'ai ça, changé. le héros, il est quand même classe. Bah Enfin, oui. genre, il fait jamais son forceur et tu sais, il est assez Bah, il est allemand, réservé hein. quoi. Bah, il est allemand. Ouais, c'est peut-être. Bah, en soi, on il sait est pas. allemand. On sait pas. Ça veut dire C'est vrai. Après, le mangaka vient il est pas aussi, japonais. a fait aussi du. Oui, il vient du ecchi, hentai, du ecchi, hentai, ouais. Je le savais. Mais du coup, voilà, moi, oui. c'est vraiment c'est un manga que j'adore. Il m'a saisi d'abord avec ses rêves ciné, parce qu'il y a beaucoup de Tarantino, de trucs comme ça. Et finalement, en continuant la lecture, bah, je me rends compte que, en fait, non, ça se tient encore. Alors, le truc qui me déçoit un peu, c'est que je m'attendais, là maintenant, on en est au tome 5, je m'attendais à un scénar plus développé, arrivé au tome 5. Au tome 5, je trouve que on est encore un peu dans les petites missions qu'on continue à faire. Bon, il y a un fil rouge qui arrive. Mais voilà, là j'aimerais bien qu'on passe la seconde en fait et qui me donne raison parce que là je suis un peu seul contre tous sur ce titre et qui me donne raison parce que c'est Mais un non, bon je suis là. titre. T'as Joe avec toi Mais je suis là, Ouais. moi. Mais le fil rouge, c'est le pilier des ténèbres. Il est toujours là. Non, mais moi, en fait, je cherchais tout le texte que j'avais mis et en fait, j'ai que 2 mots. J'ai mis seinen déjanté, mais parce que en gros, c'est vrai que c'est très déjanté quand tu lis. Moi, en fait, je cherchais au moment où j'ai lu, ça tombait bien. Je cherchais un manga d'action sans réflexion et honnêtement, Ouais, je bah là, tombais t'es- sur Intergester, j'étais trop content. Putain, mais quel profiling. Après, j'avais mis un deuxième argument pour ce titre parce qu'en vrai, j'aime bien ce titre. Mon deuxième argument, c'était il y a beaucoup de bastons, mais ça rejoint le premier argument. Oui, complètement. Non, en vrai, le pouvoir du héros m'a automatiquement fait penser à celui de Darwin's Game. Parce que c'est un peu la même chose, en fait, il peut matérialiser des armes avec sa poudre démoniaque, enfin pas sa poudre, mais son esprit démoniaque. Du coup, forcément, moi, ça m'a parlé parce que Darwin's Game, ça finit bientôt. Et je suis triste. Et au moins, Endergeister, moi, je pourrais continuer dessus. Et c'est vraiment que de l'action, que de l'action, que de la baston. Et des Moi, boobs. j'aime bien. Endergeister, Et des c'est monstres. aux Ça, c'est le fanservice. éditions Glénat. La suite, c'est Shadow of the Ring qui est sorti aux éditions Kiun. Là, on est dans un monde fantastique. Kaiju, un pays nomade, un pays qui bouge, qui tente de préserver sa neutralité, alors que tous les autres pays traversent une course à l'armement, mais eux, ils possèdent des armures semi-liquides, semi-organiques, très chelou, très rares. Au programme donc, trahison, intrigue géopolitique, complot, en veux-tu, en voilà, même une petite touche de thriller, je dirais. Oui. Et Et ça donne un manga très surprenant. Ah bah en fait, franchement, l'univers est très particulier. Mais moi, j'aimerais avoir l'avis de gens qui lisent beaucoup de SF. Parce que c'est pas mon cas. Et par exemple, cette histoire d'armure semi-liquide organique qui peuvent prendre la forme du corps de la personne qui le porte, je trouve ça vraiment une très bonne super idée. Venom. Et
Bah, effectivement, mais c'est pas vraiment une armure. Hein, tu vois. C'est pas de la SF. C'est Non, pas de je la sais SF, Venom. Ouais, en plus. Bah tu rigoles ou quoi? C'est un extraterrestre Venom. Ouais. Alors, parce que ça vient de l'espace, c'est de la mais SF. là, on sait bah pas, oui. on sait même pas Bah, si on est excuse-moi, sur Julie, Terre. excuse-nous, On sait. vas-y. En plus, Enchaîne. l'idée d'avoir, tu vois, cette espèce de pays qui suit une trajectoire parce qu'il y a une espèce d'ombre portée d'une orbite sur la planète où ils sont, et donc leur truc c'est d'être, ils sont sur rail quoi, ils suivent le tracé comme ça. Je trouve que c'est des idées, je pense, je sais pas si c'est si novateur, mais en tout cas, dans le manga, j'avais jamais lu ce genre de choses. Et je trouve que ça a vraiment beaucoup de charme. T'as l'impression que c'est très construit et que finalement, les intrigues, elles arrivent assez tard dans le premier tome, en tout cas. Et on est vraiment juste happé par se dire, bon, ok, comment ça fonctionne, ce pays, qu'est-ce qui est important, quelles sont les valeurs, quelles sont les différentes choses. Et c'est déjà, tu prends du temps à t'immerger dans cet univers-là. Je trouve que c'est Moi, j'ai été vraiment agréable. convaincu vraiment d'emblée. Justement, j'ai pas eu besoin de temps pour m'immerger dans cet univers, ce monde désertique, la ville mouvante. Moi, ça a appelé à des choses dans mon esprit que j'avais vues dans des films que j'ai lus, dans des romans. En partie de la science-fiction, mais aussi du fantastique. Ce manga, je le mettrais pas dans la SF, je le mettrais dans le fantastique directement, si je devais le mettre quelque part. Mais je pense que c'est exactement ça le truc, c'est que c'est un mélange de SF. En fait, il a des apparats de SF et d'autres apparats qui tiennent beaucoup plus de la fantasy pure. Ouais. Tout ce qui est religion et compagnie, ça tient plus de la fantasy. C'est un mélange, c'est vraiment un mélange. C'est un mélange avec ce style polymorphe des armures. C'est vrai que ça se transforme en combinaison uniforme. Sans aucun pli, sans rien, c'est vraiment une sorte de chose organique liquide qui enveloppe le corps. Et au final, donc tous se ressemblent. Mais l'auteur doit faire en sorte qu'on ne s'y perde pas. Oui. Non, il a trouvé un bon système. Et il trouve un bon système et en même temps, il peut nous perdre avec ce système et il en joue. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il joue avec le lecteur en essayant de nous tromper et de nous piéger au milieu de son intrigue. Et je trouve ça assez curieux, très intéressant. Ouais, mais en fait, ce qui est très étrange, c'est qu'il déploie énormément d'énergie autour de cet univers, de toutes les choses qu'il y a autour de la technologie, autour de la religion, autour des différentes croyances qu'il y a. Et en fait, c'est déjà terminé au Japon, il n'y a que 4 tomes, et donc c'est un peu triste. Tu dis, bon, qu'est-ce qu'on va avoir, comment ça va être développé. Mais à côté de ça, effectivement, c'est l'auteur de Root End, et on sait... en tout cas pour les gens qui ont déjà lu sa précédente série, qu'il a un goût pour le mystique, pour les histoires alambiquées. Donc c'est compliqué parce qu'il a vraiment, à la fin du tome 1, on s'aperçoit qu'il y a tout un déploiement d'intrigues géopolitiques, qu'il essaie de mettre des choses en place. Et je sais pas trop comment ça va se terminer tout avec ça. Avec plus de 4 tomes, il aurait été obligé d'expliquer le fonctionnement des choses. Il aurait dû rentrer dans une vraie SF ou dans quelque chose avec plus d'explications, de détails. Là, on peut s'en passer en 4 tomes. Ouais. Oui, juste on l'accepte. Ça dépend comment il va aborder la suite du bouquin, parce que comme dit Max, effectivement, il peut expliquer toute l'architecture de son univers, mais il peut aussi, et de ce que j'ai lu du tome 1, se concentrer sur un moment très précis de l'histoire de cette dynastie. Et ça, en 4 tomes, tu peux le raconter, c'est possible. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il fait. Hein. Ouais. Mais de toute façon, pour revenir à Root End, on avait parlé, on avait fait une émission dessus, et je pense que vraiment, dès le premier tome, il savait très très bien comment il allait imbriquer toutes les histoires de ses personnages, etc. Donc je me fais pas trop de soucis en fait. Oui, mais sur sa c'est quand même maîtrise scénaristique, tu veux dire. Oui, je pense que tu peux lui faire confiance à lui. Ouais. Shadow of the Ring aux éditions Ki-Un. Je vous propose de faire une petite pause pour essayer de deviner le top 10 des tomes 1. Ah oui, j'adore les top 10 des tomes 1. Ah, le top 10 des tomes 1, Johnny, toi qui adores, à ton avis, quel est le tome 1 le plus vendu? One Piece, du coup. Voilà, bonne réponse. À ton avis, quel est le tome 1 le plus vendu derrière One Piece? Shuna, du coup. Oui, c'est pas vraiment un tome 1. C'est pas un tome 1. On garde les séries. Le tome 1 des séries. Mince. Ta copie. Non, il y a un tome 1 qui s'est plus vendu, mais qui est Naruto, plus vieux, qui est pas un lancement. Naruto. Exactement. Du coup, il y a Dragon Ball et tout. Oh, une araignée. Il vient de l'écraser, oui. Mais non, j'ai sauvé. Alors, Naruto qui est repassé deuxième, qui avait perdu sa place au profit de l'année dernière. Ta copie. Non, Spy Family. J'avoue, j'ai pas écouté, excusez-moi. 4ème. Il est déjà dans le top avec. 4ème ouais, mais c'est un spin-off.
Un spin-off. Ah, c'est Blue Lock spin-off. Non, c'est le spin-off de One Piece. Ah oui. Ah bah oui, Ah bon celui de Boichi. Ouais, 4ème tome 1, Il y en a pas le d'autre. plus vendu. Épisode A. 5ème, C'est fou. Demon Slayer. Ah, Ok. Ah ouais. 6ème, Blue Lock. 7ème, My Hero Academia. 8ème, Jujutsu Kaisen. 9ème, ta copie. Assassination Classroom. Ah ouais. Et 10ème, Berserk. Ouais. Mais pourquoi Papy est Berserk là. Bah, il est toujours là. Il est Berserk. toujours là. Et Bah, il y a eu une même petite quand il est pas là, il est là. actualité, concernant l'auteur quand même. Et alors vous remarquerez plus de Chainsaw Man, plus d'Attaque des Titans, plus de Tokyo Revenger. C'est une autre époque. Parce qu'ils sont 11, 12, 13 et 14. Ok, d'accord. Bah non, c'est aussi pour l'Attaque des Titans la multiplicité des tomes 1, des éditions de tomes 1, ça oui, joue c'est aussi, vrai. tu vois. Voilà, ça c'était pour le classement des tomes 1. Il n'y a rien de révolutionnaire cette année, donc je passe vite dessus. Et je passe vite à notre top, surtout qu'on est déjà en retard. Oh non. Et on parle maintenant des mangas d'aventure sympas et populaires, les 5, 6 et 7. 7ème du top. Vous voyez le groupe des gens Les populaires. ASP, du coup, Ouais. après les PSS. La mec va faire que des acronymes. Mais vous voyez le groupe des gens populaires à Ouais. l'école. À l'école. Et bah c'est ces 3 mangas là. Ah C'est ouais. Les Les jocks. cool kids. Alors c'est qui les Les cool kids. kids? C'est pas nos préférés, mais ils sont populaires, Et on les les aime bien pom-pom quand girls. même. Ouais, Quoi. d'accord, ouais. T'as envie d'être pote avec eux. T'as envie d'être pote avec eux. Le premier d'entre eux, c'est Akane Banashi, Johnny et Julie, une lycéenne qui se perfectionne dans l'art du rakugo, notamment, mais pas que, pour venger son père et comprendre pourquoi la carrière de celui-ci a été anéantie par un grand maître de cet art scénique japonais. On a fait une émission entière sur Akane Banashi. Non mais franchement, en plus pour moi ça reste le manga de l'Olympia, tu vois, je veux dire. À chaque fois que tu le lis, maintenant tu repenses à Bah l'Olympia. ouais, franchement. J'étais à l'Olympia. Et puis non mais c'était une très bonne idée, c'était vraiment, enfin ça en jetait vraiment de voir, le Akane Banashi en grosses lettres rouges là, c'était vraiment un chouette moment. Et moi, je pense que c'est vraiment un bon candidat pour montrer à quel point le manga, ça reste vraiment un médium hyper varié qui peut traiter de thématiques complètement différentes, aberrantes, parfois complètement exotiques pour le public français, parce que le rakugo, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert ce que c'était avec Akane Banashi, et c'est tant mieux. Mais je trouve que le traitement donc en utilisant cette fameuse grille du Shonen Jump il faut qu'il y ait une sorte d'action, de compétition, d'émulation entre Amitié, effort, jeunes. victoire. Exactement, la Dépassement formule de soi. gagnante. Et ben ça marche, et c'est une très bonne nouvelle, je trouve. Putain, ça craint, je voulais dire tout ça. Et dans mot rien écrit là. Au mot près, je voulais dire. Franchement, Alors mais j'ai si, je écrit voulais 2 parler de mots, tout ça. Akane Banashi. Voilà. Non, mais en vrai, moi je suis allé à reculons sur ce titre parce que déjà Rakugo, je l'ai associé à Kabuki, je ne sais pas pourquoi. Mais pour c'est moi, pas le du tout la Kabuki, même c'est chose. vrai. Je sais, mais c'est vraiment chiant. Et du coup, Oh moi mais non, j'ai fait cette le association nom c'est d'idées. chiant, pardon. Et voilà, et ben les deux, toi, pour moi, tout ça, je l'ai associé au même Tout instant. ça, tout ce qui est japonais Et du chiant coup, là. Non, mais je vais pas mentir, les premières pages, la seule truc qui m'a fait continuer, c'est le dessin. T'as un dessin de c'est ouf beau. au C'est début. vrai. Du coup, tu continues et puis finalement, en fait, je me suis laissé happer sur le tome 2 et le tome 3 parce que t'as des cliffhangers de ouf à la fin et le tome 4 n'est pas sorti et j'ai fait chier la responsable cop de Kim pour avoir le tome 4 mais comment pour oses-tu connaître le dénouement parce que j'en pouvais plus. Et j'avoue, c'est en fait ce truc de dépassement de soi, de grille du Shonen Jump. J'avoue que pour une fois, il faut vraiment saluer le Shonen Jump pour ça parce qu'ils sont en dehors de leur carcan, enfin de ce qu'ils font de base. Avec le Rakugo, où c'est un art quand même qui est en désuétude. Il y a pléthore de divertissements aujourd'hui et c'est super compliqué de s'y retrouver. Maintenant, tu vois, t'as Netflix, t'as les jeux vidéo, il y a trop de choses et ils arrivent à mettre un art traditionnel en manga et qui fonctionne. En vrai, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que finalement, j'ai aimé découvrir le Rakugo alors que je trouvais ça nul. Ouais, mais regarde, tu vois, à il est l'époque, venu. Non, mais- le Hikaru no Go, quand c'est sorti, on était dans un Ouais, essor c'est du pareil. jeu vidéo. Ouais. Ah, tout le monde Ils s'est ont mis au go. réussi. Oui, c'est ouais, vrai. ouais, il y a Ouais, c'est vraiment vrai, beaucoup de gens c'est qui se sont mis au go. Et au Japon, ce qu'on nous raconte des gens qui sont sur place, c'est qu'il y a aussi un vrai essor, une vraie popularité nouvelle pour le Rakugo. Après, bon, c'est vrai que j'adore l'humour et Cagnard il dit que je suis souvent quelqu'un de très drôle. Donc, moi Mais alors que nous, pas du Attaque tout. hein. gratuite. C'est marrant, C'est vraiment le seul, hein, parce Je me que. souviens pas de ce verbatim là. T'as lâché un verbatim de moi, mais je me souviens pas avoir dit cette phrase. Mais si, un jour. Akane Banashi, c'est disponible aux éditions Ki-un, aux éditions Panini.
est sorti un manga dont on n'a absolument pas parlé cette année. Pourtant, il fait partie du gang des mangas d'aventure sympas et populaires. C'est Snowball Earth, l'histoire de Tetsuo, le héros qui est un héros même dans l'histoire, qui est parti combattre dans l'espace une race alien qui menace l'humanité pendant 10 ans. De retour sur Terre, il découvre que la planète est entrée dans une ère glaciaire. Qui donc a-t-il pu sauver dans ce cas-là? C'est dommage, parce que moi je le savais pas quand j'avais lu le manga et du coup j'ai découvert ça, je fais ah ouais. Oui, mais t'as vite besoin de le savoir quand même. Oui, c'est quand même vraiment dans le début mais Guillaume du il sera manga. pas content. Guillaume, désolé. Guillaume sera très content de le savoir. Cagnard, Snowball Earth, grosse surprise pour toi? Bah super grosse surprise, c'est vraiment le petit outsider que j'ai pas vu venir du tout. Il est sorti quand ce manga? Pourquoi personne n'en a parlé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y avait des affiches à Japan Expo. Non mais c'est vrai, en plus je vais pas être de mauvaise foi, je l'avais vu passer ce manga, mais effectivement en fait la couve me tentait pas du tout. Non, puis ils ont pas fait énormément de, ils ont pas été à gros renfort de com. Non, plus. j'en ai entendu parler un petit peu sur les réseaux, mais voilà, comme je te dis, la couve me tentait pas, donc j'y suis pas allé. Je crois que c'est toi, Julie, qui m'a dit vas-y quand même, au cas où, fais un test. Non, peut-être, mais je crois que c'est C'était pas toi moi. Oui, c'est moi. Et ensuite tu m'as confonds un peu, désolé. C'est la barbe. Il y a plusieurs mois, et après t'es revenu et t'as fait j'ai un collègue qui m'a parlé de Snowball Earth. Non, c'était pas Snowball Earth, C'était un autre To manga. a New Life. Ah, ok. Oui, Pas mal. c'est celui-là. Non, je crois bien que c'est Julie. Ah bon, mais c'est pas possible. Non, mais quand je te disais, à un moment, j'ai dit dans le groupe, donnez-moi des idées de trucs à lire, je suis en mais ça, galère. c'est moi. Ah mais non, c'est lui. Bon, en Bah tout oui, cas, Max. tu l'as lu. Bon, C'est ça le bref. principal. Oui, C'est ça le principal. Merci Joe. Est-ce T'as que lu je les t'ai déjà 4 dit tomes que d'un t'étais coup. très drôle, toi? T'as lu les 4 tomes d'un coup et t'étais trop heureux d'avoir lu. Merci Joe d'avoir résumé. Et du coup voilà, j'ai pris ce petit manga et en fait j'ai été hyper surpris par l'ambiance, surtout parce que en fait la couverture du manga me donnait l'impression d'un manga très feel good, très shonen neketsu spirit, et c'est ce qu'il y a dans ce manga. Et en même temps, à côté de ça, t'as toute une ambiance l'attaque des titans, ça mélange du togashi. En fait, il y a une démonstration de la noirceur, du désespoir de l'humanité dans ce manga que j'adore, et je trouve qu'on arrive à un équilibre qui est assez fascinant, d'avoir un héros qui est super positif, qui a une histoire assez mignonne avec son robot, une histoire d'amitié et tout, mais sans faire autant de concessions pour rendre cet univers tout mignon, tout gentil, parce que non, on est dans une ère glaciaire, on est donc dans une ère de post-apo, ça va être la débrouille, il y a des monstres en plus, et voilà, vraiment une surprise. J'ai pas réussi à mettre le doigt sur ce qui me rappelle Togashi dans ce qu'il fait, mais il y a un truc de réalisme des démons, des créatures. Il y a un plan, ça y est, je m'en souviens, il y a un plan en fait qui m'a fait penser à du Togashi directement. Et voilà, c'est vraiment un récit que je conseille sur le fil du rasoir, arrivé en dernier, mais monté direct en top du classement. Il y a un plan de dessin, pas un plan. C'est les remontées mécaniques, pardon. Un plan, une Un thèse. schéma, tu veux dire. Tu te souviens quand je t'ai dit que je te trouvais drôle? Non mais là c'était. Je retire. Non, c'était une vraie question. Moi franchement au début j'ai trouvé ça vraiment chelou. On sait pas trop où on tombe. On sait pas si c'est de la SF mecha parce qu'au début il affronte dans l'espace là. On sait pas si c'est un Kodomo manga parce que franchement le gamin il a l'air vraiment gamin. Ouais. Et on sait pas si c'est un gag manga. Ouais, très naïf. Si c'est de la rom-com parce que le mec il veut se faire des amis et du coup il me parle trop mal. Et finalement non mais c'est un vrai manga, c'est un shonen. C'est vrai qu'il a le même pitch que le manga de Mashima. Il doit se faire 100 amis. Ah mais Bah ouais, je rigole sur comique, le ça. shonen Neketsu bien entendu, mais c'est vrai que clairement il faut lire au-delà du tome 1 sinon on peut pas Moi comprendre. j'ai vraiment failli le lâcher. Hein. Et très vite le manga, Tu m'étonnes. au bout d'un chapitre, j'ai fait non, encore un héros qui veut se Exactement, faire c'est ça. ses amis, et puis il est nul, et puis. Ça te donne vraiment Ah, c'est l'impression horrible, de c'était horrible. encore. Ah non, c'était horrible. Et Ah, en fait, Après, c'est assez joli, Ça donc tu te change. dis, bon, c'est pas c'est très frais déjà alors. ça, quoi. ouais. Pardon. Puis finalement, t'arrives à la fin du tome 1 et tu fais, ah, Ah mais heureusement. Hein. en fait, ça va quelque part. Heureusement. Tout ça, alors tu dis tout ça pour ça, on va peut-être plus commencer directement. J'avoue, je me suis dit pourquoi le mec il a pas fait un texte d'introduction de 5 lignes pour dire qu'il y a une histoire pendant 10 ans Oui, et que c'est maintenant pas faux, c'est pas et faux. je pense qu'il a voulu vraiment rigoler avec le lecteur en disant allez, je vais vraiment mettre le contexte en images et je vais vous montrer tout ça pour après faire une vraie histoire. C'est pour ça que je dis que c'est un vrai manga parce que le début en vrai, c'est du gag. Snowball Earth, c'est disponible aux éditions Panini Manga. Le dernier des mangas du groupe des mangas sympas, mais alors lui, c'est le emo.
Oh, c'est méchant. Celui-ci, c'est trop le héros. Gachiakuta, on est dans un monde imaginaire à la fois futuriste, fantastique et archaïque. Une grande et brillante cité domine un bidonville précaire et insalubre. Persuadé que les objets ont une âme, le jeune Rudo se sert dans les déchets des riches et des puissants pour sauver ce qui peut l'être. Mais une cascade d'événements va le lancer dans une fameuse aventure au milieu des ordures. C'est un manga qui est vite séduisant pour ceux qui aiment cet esprit bordélique qu'habite le manga, avec des chara-design assez attirants à la Okubo. C'est normal aussi puisque l'autrice était assistante de Okubo. Ouais, moi aussi dans le design, mais on avait fait une émission entière sur Gachiakuta, donc on va peut-être un peu répéter ce qu'on avait dit, mais moi j'avais aussi senti une vibe un peu Shaman King dans les designs et le graphisme avec du cartoon et des côtés un peu SD des fois de certains trucs. Et moi après voilà, je trouve que c'est la grosse nouveauté shonen de l'année qu'on a eu en fait. On l'a vu dans les tops, c'est le gros lancement qu'il y a eu en shonen cette année. Je pense que c'est pas forcément à la hauteur de ce que l'éditeur attendait, mais en tout cas nous en tant que lecteur c'est comme ça qu'on l'a reçu, et pour moi y a tout ce qu'il faut pour que ça parle à nos petits cœurs de fans de Neketsu, tu vois. C'est bien gratté, ça fonce, c'est moderne avec un propos un peu sur l'écologie, le traitement des déchets, mais c'est fait intelligemment avec du fun, de l'action, des persos stylés. Enfin vraiment pour moi ça coche toutes les cases pour que ça parle un peu à cette vibe de shonen que j'avais pas encore eu effectivement cette année en nouvelle série, donc j'étais très 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 content de découvrir cet univers. Il y a un truc qu'on avait dit aussi, que j'avais dit dans l'émission consacrée à Gachiakuta et que j'ai retrouvé encore dans la suite du manga, c'est tous les petits indices distillés ici et là pour te vendre la suite. Donc du coup on t'oblige, on te dit alors là maintenant je te fais des promesses. Les promesses sur le futur. C'est ça, mais alors maintenant il faut qu'elles les tiennent. C'est tout le truc aussi. Mais c'est vrai que pour revenir à cette histoire de des fois la barrière du tome 1, là pour Gachiakuta, j'avoue à la fin du tome 1 j'étais un peu mais il y avait les deux tomes, mais du coup voilà, j'ai réussi quand même à enchaîner, et là après 3-4 c'est parti quoi. Mais il faut jamais s'arrêter. Oui, en vrai c'est comme les hamsters. Continuez. C'est ça, c'est qu'en plus souvent les tomes 1 sont introductifs. Là en plus on a une espèce de double univers, parce que ça commence dans un contexte pour finalement plonger dans un autre, et donc forcément une double introduction. C'est ça, c'est une espèce de double introduction. Donc si t'as que le tome 1, tu restes un peu sur ta fin, mais après par contre je trouve que ce qui t'accroche c'est quand même effectivement la patte graphique de l'auteurice qui est vraiment très reconnaissable. Alors je pense que à mon avis c'est un graphisme qui est un peu clivant, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est peut-être un manga qui a pas cartonné autant qu'on pouvait s'y attendre, mais je trouve qu'il y a une énergie de dingue, et tout ça comme je disais, au service d'un univers qui est quand même ce que tu disais Max aussi, plein de promesses. Enfin t'as vraiment envie de découvrir tout ça, même si on a bien conscience qu'on est quand même sur des rails assez balisés et tout, mais en même temps on aime bien aussi des fois de temps en temps quand c'est bien fait, et c'est ça, quand c'est bien balisé fait, mais on sent que ça peut dérailler à tout moment, mais dérailler dans le bon sens du terme. C'est ça, et notamment aussi grâce au héros qui est quand même il est border là. Bah ouais, enfin tu sais, c'est quand même un héros qui est plein de seum, qui est vénère tout le temps, et tu te dis non mais tu sais, tu sens qu'il peut effectivement éclater, mais c'est pas artificiel quoi. C'est vraiment une espèce de colère qui l'habite, qui est vraiment profonde et très pure, je dirais, même une colère pure quoi. Et c'est ça aussi qui donne un peu le truc où tu te dis tiens, il y a peut-être une étincelle à un moment donné où ça va peut-être un peu vriller, et c'est ça aussi qui t'accroche quoi. C'est le doute qui lui manque. Merci Max, parce que en fait j'arrivais pas à mettre le point sur pourquoi ce manga me faisait penser à quelque chose, et comme c'est l'assistante de Okubo, en fait le héros il me fait penser à Black Star de Soul Eater, mais oui, il y a de ça, il y a de ça. Mais ça, et là maintenant je suis éclairci, merci. Avec plaisir. Gachiakuta aux éditions Pika. On arrive enfin sur le vrai top. Les 4 premiers. Là il y a un ordre en plus. Avant, petite question sur les ventes. On l'a dit dans notre émission consacrée aux ventes l'année dernière. À votre avis, le marché a baissé de combien de pourcents en volume à cette technique? 15. Combien de pourcents en volume? Moins 15. Pas en chiffre d'affaires, mais moi, valeur, volume. Mais moi je connais la réponse, donc je vais pas. Vas-y, fais-toi plaisir. Bon alors, moins 15 alors. Allez, dites, je crois que c'est 19%. J'ai dit 17. Ah, c'est 17. Le mec, il connaissait pas la réponse. C'est plus de 17. Ouais. D'accord. Bon. Ça fait quand même un ouais, autour de 18. Allez, ouais. On coupe la poire en deux. On se quitte bons amis. On coupe la poire en deux. 18%. Voilà. Bon, ok, grosse baisse.
grosse baisse, mais il y avait tellement une grosse hausse de 100% avant que finalement, grosse baisse qui retour à la normale. Faut lisser sur 3 ans pour, Ouais, c'est ça. pour Ouais, exactement. avoir la tendance, quoi. On verra dans 3 ans maintenant. Rendez-vous. Top 4, quatrième de notre top, c'est le manga du mouvement de la Terre de Woto. L'histoire mi-romancée, mi-réaliste de la découverte de l'héliocentrisme et des conséquences que ça a eu dans les sociétés européennes. Ouais, ça, pareil, on l'avait vraiment identifié, ce titre. On en avait aussi reparlé au moment d'une émission qu'on avait consacrée au manga sur la science. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a plu aussi dans ce titre. C'est vraiment que c'est pas plus qu'un manga scientifique qui va t'expliquer ce que c'est que la théorie de l'héliocentrisme. C'est vraiment un manga sur la science, sur l'histoire de la science et sur l'histoire des découvertes et à quel point c'est important et à quel point aussi ces découvertes-là sont jalonnées de moments terribles, quoi. Genre vraiment de découvrir ce type de choses et enfin surtout, amener une vérité à cette époque-là, à quel point ça pouvait être dangereux. Et vraiment tout ça, je trouve, mis dans une forme manga avec la narration, la mise en scène, ça amène, je trouve, au lecteur cette prise de conscience, quoi, ce reality check, je dirais. Et surtout, en ce moment, on en a un peu besoin. Et c'est ça, quoi. Effectivement, comme tu dis, on est quand même dans une période où on doute de tout. On doute, voilà. Ouais, le complotisme. Surtout, on mélange ce que c'est que le doute et ce que c'est que la science. Et vraiment, je trouve que c'est bien aussi d'avoir à ce moment de l'histoire des titres comme ça qui remettent un peu l'église au milieu du village et qui disent attendez quand même, les découvertes qu'il y a eu et qui maintenant façonnent votre façon de voir le monde, elles se sont aussi accompagnées d'événements terribles et de gens très courageux et tout ça, et c'est cool, quoi. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment très réjouissant d'avoir des titres comme ça. Ouais, c'est un petit peu comme ça, on se dit toujours Newton, la pomme, tout ça. Ouais. C'est quoi son histoire? C'est comment. Oui, en plus. Et là on a l'histoire, alors c'est des histoires, des fausses histoires, des histoires inventées, romancées de gens qui n'ont pas existé. Mais c'est ça qui est aussi intriguant, et on arrive à se dire que c'est réaliste. Mais c'est ça, et tu te dis, quand on était à l'école et qu'on nous apprenait des théories de maths ou de sciences chiantes, si on nous apprenait plutôt comment tel scientifique ou tel inventeur a trouvé telle théorie, c'est peut-être plus intéressant que la théorie en elle-même. Et tu vois, ce genre de titre, je trouve que ça pourrait être conseillé par un prof de physique ou tu vois, pas forcément. Je pense que quand tu es au lycée et tout, tu es quand même au courant de ce que ce titre. Enfin, je veux dire, les choses qu'il raconte, tu le sais déjà, mais je veux dire, c'est quand même bien aussi d'amener l'histoire de la science et des connaissances. Et je trouve ça d'autant plus fort que le manga s'empare de ça, quoi. Après le rakugo, l'héliocentrisme, Et ouais, encore une fois, un manga qui a essayé de m'apprendre des choses. Salaud de manga. En plus, ils sont chez Kiyun. Sûrement un des mangas que j'ai préféré cette année. Et assurément le manga que j'ai le plus conseillé et que j'ai le plus prêté autour de moi, parce que j'avais vraiment envie de le faire découvrir ce manga, parce que comme on le disait, quand on a un manga qui prend un sujet comme le rakugo ou un truc original, je trouve que c'est toujours une bonne manière d'amener des gens qui ne lisent pas du manga, de les amener sur d'autres sujets. Là je suis en train de les relire d'ailleurs, et c'est vraiment toujours aussi cool. Puis je trouve que c'est vraiment la démonstration par A plus B que même que n'importe quelle histoire peut donner un récit palpitant, quoi, vraiment. Là je suis revenu dans ma relecture, je suis retourné au tome 1, quoi, au début. Et vraiment, comme ce que disait Robin, oublié que le soleil, tout ça. Non. Oui, j'avais oublié. Je fais oui, c'est vrai. Non, gros délire. En fait, c'est pas le. Pardon. Mais c'est par rapport à ce que disait Robin tout à l'heure, je me disais, c'est peut-être le manga parfait à conseiller à des conspirationnistes. Mais en fait, peut-être pas. Parce que le conspirationnisme peut retourner ce genre de choses aussi et dire, souvenez-vous qu'à une époque on pensait que la Terre était plate, tu vois, et que tout le monde disait qu'on avait tort. En fait, je sais pas si c'est spécialement bien pour les conspirationnistes, mais en tout cas à l'heure actuelle je trouve que c'est hyper important d'avoir ce genre de manga. Et tu parlais de lycéens, je pense que typiquement tu fais lire ça à des lycéens, ils sont passionnés, quoi. Ils sont passionnés surtout par les moments affreux du manga. Et ils vont se dire, non mais c'est vraiment comme ça à l'époque. Moi j'aime bien cette alternance entre les séquences super difficiles, les séquences affreuses de ce manga. On parle de torture, etc. Et la quête des personnages. Et tout a encore une fois beaucoup de réalisme. Et que ça soit vraiment arrivé, ce genre de torture ou pas, t'as envie d'y croire.
Et je trouve que c'est marche, gagné. Ouais, et puis c'est là qu'est la surprise, je trouve, c'est que c'est un titre où moi j'y allais au départ justement en me disant bon allez, je vais lire un manga sur un sujet un peu historique. Moi ça me plaît toujours parce que j'aime bien apprendre des trucs en lisant, mais tu sais, j'y vais pas forcément quand je vais sur des titres comme ça pédagogique comme ça de loin, j'y vais pas avec une passion de ouf, je me dis juste je vais apprendre des trucs en lisant, tu vois. Et là en fait j'ai complètement été happé par l'intrigue, en fait c'est ça qui est très puissant dans ce titre, c'est que c'est pas la partie pédagogique, elle est finalement assez mineure, c'est vraiment une intrigue très prenante avec des personnages incarnés, des antagonistes, et puis voilà, pour répondre à ce que tu disais Cagnard sur les conspirationnistes, est-ce que ça va les convaincre que c'est comme ça? Je trouve que le titre amène une chose intéressante, mais on en avait déjà parlé dans l'émission à l'époque, c'est qu'il amène cette question au niveau de la beauté et de l'esthétique en disant c'est quoi votre vision du monde, est-ce que vous la trouvez vraiment belle et est-ce que vous trouvez vraiment harmonieuse et tout, et ce titre-là il amène ce déclic-là qui n'est pas forcément sur la raison aussi, il est aussi sur c'est juste concevoir des fois qu'il y a une harmonie qui te dépasse ou qui est différente de ce que tu avais pensé, ça peut aussi amener une forme de beauté, et c'est ça qui a convaincu qui convainc le personnage principal dans le tome 1, donc pourquoi pas ça convaincrait des conspirationnistes d'aujourd'hui. C'est comme ça que les Grecs ont fait aussi. Est-ce que les lecteurs sont convaincus par l'harmonie dessin-histoire? En tout cas, c'est hyper intéressant ce qu'il dit Robin, j'y avais pas pensé, mais maintenant en fait je pense que le tour de force du titre c'est cette notion de beauté, de quand le protagoniste dit est-ce que tu trouves que le monde a l'air logique, a l'air beau, plus que logique, a l'air beau comme ça, et il est obligé de se rendre compte que non en fait ça a pas l'air de fonctionner, c'est pas chaotique, beau comme ça, et c'est peut-être là le tour de force de l'auteur, parce que très clairement sur les dessins je peux pas dire que c'est ça qui m'a attiré, c'est pas cette esthétique là qui t'a... Alors au début j'étais très dur sur les dessins, et là en le relisant en fait j'ai l'impression qu'il est à 1 sur 2. Il est à un dessin sur 2, genre il y en a un je vais le faire vite fait, l'autre je vais le travailler un peu plus, et après il y a vraiment des très beaux dessins. Toutes les 15-20 pages, il y a un très beau dessin. Toutes les planètes. Non, les persos, c'est ça qui est bizarre justement. Les persos, des fois, il les fait vraiment à la va-vite. Et d'autres fois, tu vas avoir un perso en pleine page, pardon. Et là, tu vas te dire, putain, il est vraiment beau, il a une attitude. Je sais pas s'il manque de temps, s'il est flemmard, tu vois, je sais pas. Mais c'est pas pour le niveau de dessin, en tout cas, qu'on vient. Et à chaque fois que j'ai essayé de conseiller le manga, j'ai vu les gens qui tiraient un peu la gueule en voyant les dessins, genre, c'est pas très beau. Non, mais la mise en scène, elle est carrée. C'est ça aussi, mais la mise en scène, comme tu dis, elle est dingue, et surtout la tonalité du récit, en fait, entre le scénario, la tonalité du récit, en fait, quand t'es dedans, mais tu te rends compte, encore une fois, que c'était le dessin qu'il fallait pour cette histoire, que maintenant tu n'imagines plus aucun dessin pour aller avec cette histoire-là. Il y a une adéquation. Et tu sais, tu parlais des conspirationnistes, des platistes, etc. tout à l'heure par rapport à ce manga, mais en fait ce manga en parle aussi quelque part. Ouais, bien sûr. Parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de thématiques en fait très actuelles, des thématiques sociétales qui sont abordées dans le manga, mais à travers d'autres prismes. Par exemple, l'accès à l'information, l'accès au savoir, l'accès à la lecture, qui fait que du coup tu peux penser, si tu sais lire, tu vas être intelligent. Ça a un vrai reflet avec si tu peux t'exprimer, si tu as accès aux réseaux sociaux, tu peux donc doit-on donner ce pouvoir à tout le monde, et ainsi de suite. Forcément parler. Et finalement c'est quelque chose de très moderne et qui est questionné dans ce manga. C'est clair. Je trouve ça assez intéressant. J'en profite pour vous montrer mon porte-clés platiste. Ah ouais. Bravo. Bravo. C'est très c'est pas radiophonique. Non, mais sachez que c'est un porte-clés plat. Voilà. Rond et plat. Robin, le mot de la fin sur du mouvement de la Terre. Ouais, après moi le petit mot que je voulais dire pour conclure, c'est aussi saluer le travail éditorial qui est fait sur des titres comme ça, parce que c'est pas forcément des titres faciles à vendre, et vraiment Kiyun, ça fait plusieurs fois qu'on les voit défendre vraiment fortement des titres comme ça, et notamment la démarche de titres comme ça qui sont semi-historiques, où l'histoire avec un grand H et au service d'une histoire avec des personnages, et je trouve qu'ils arrivent vraiment bien à sélectionner et travailler ces titres-là, et tu vois, on pense à Isaac, Golden Kamuy, tous ces titres-là qui arrivent à incorporer, c'est dans des styles très différents, mais c'est toujours quand même avec ce truc d'incorporer l'histoire avec un grand H dans des récits vraiment chouettes, et voilà, moi, je trouve que c'est un titre qui s'inscrit complètement dans cette démarche-là, et c'est cool aussi de voir un éditeur qui creuse un sillon comme ça avec succès. Moi je pense que c'est un hasard. Carrément. D'accord. Super. Ok, c'est très argumenté en tout cas. Du mouvement de la Terre, donc aux éditions Kiyun. Est-ce que tu me laisseras juste dire Del Mobi Biento de la Terre? C'est fait maintenant.
Numéro 3, maintenant, The Summer Hikaru Died aux éditions Pika, l'histoire de Hikaru. Hikaru est mort l'été dernier, pourtant il est toujours là. Son meilleur ami se rend bien compte qu'il a changé, que ce n'est plus lui, mais il s'accommode de ce mystère qu'il aimerait malgré tout éclaircir. Ah là là, c'est dur, c'est dérangeant, c'est malaisant. C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai conseillé ce titre cette année. Et pourtant, c'est très addictif. Enfin, moi, j'étais tellement contente de le lire, de voir qu'il avait été acheté, que les gens n'avaient pas été rebutés par ce qu'il proposait. Et je trouve qu'il a des qualités de narration, d'ambiance. Enfin, on va développer, je pense, parce que c'est quand même une approche organique quoi, d'une histoire. C'est pas seulement... Enfin, c'est vraiment une immersion dans un quotidien que tu penses connaître. Bon, ok, c'est un quotidien japonais, mais c'est un moment, il y a des choses qui dérapent complètement et on ne sait pas vers où on va. Et en plus, pour revenir à cette histoire du malaise, des choses qui sont vraiment étranges, il y a toujours ce pari de juxtaposer l'enfance, parce que même s'ils sont adolescents, ça reste des enfants. Et cette enfance-là, en tout cas ces enfants-là, ils vont connaître des choses extrêmement sombres, être confrontés à la mort et des choses qui sont peut-être encore pires, qui dépassent notre entendement. Et je trouve que pour l'instant, en tout cas, le pari se tient. Ça reste une histoire qui, après, c'est une tradition japonaise, j'ai l'impression de mettre des enfants dans des situations difficiles, l'école emportée et tout. Alors qu'en France, on l'a pas trop, cette habitude. Ah, Boulet Bill, il reste à la maison. Tout ça. Ouais. Ça. Moi, j'ai été super dépaysé, parce que pour moi, c'est un quotidien que je ne connais pas. La campagne japonaise, à la montagne, tout ça, c'est pas quelque chose de familier. Donc, pour moi, je fais un peu de tourisme avec ce manga. En revanche, j'ai été vraiment très attendri par Yoshiki, par le copain de Hikaru. Il tient tellement à la présence de son pote qu'il se résout pas à lui dire adieu et ça lui convient de rester avec cet être qui est plus Hikaru, mais c'est quand même un peu Hikaru, qui a cette thématique intemporelle autour de la mort que je trouve très attendrissante à travers ce personnage. J'ai un peu de peine et en même temps je le comprends et en même temps il me fait mal au cœur. Enfin voilà, c'est tout un tas de choses qui se mélangent quand tu lis et ça crée des vraies émotions. C'est-à-dire, pardon, mais quand tu compares à d'autres mangas qui traitent du deuil en ce moment, qui ont le vent en poupe, que ça soit Jujutsu Kaisen ou que ça soit Chainsaw Man, on en avait déjà parlé il y a plusieurs années maintenant, mais là c'est une nouvelle option encore qui vient de popper quoi. Ouais, et puis moi je suis d'accord avec Max parce qu'on a dit ok, c'est dur, c'est malaisant, c'est poisseux, organique, tout ce que tu veux, mais c'est aussi hyper touchant quoi. Moi je trouve les interactions entre les personnages, tu parlais du personnage de Yoshiki, mais même Hikaru, le simili Hikaru, il a des états d'âme, il est pas sûr de lui, je sais pas, il y a un truc hyper vrai, hyper crédible et hyper touchant dans tout ça, alors que effectivement on parle quand même déjà d'un récit fantastique, on parle d'une entité qui n'existe pas, mais malgré tout t'arrives à comprendre aussi comment elle se retrouve perdue dans ce corps qui est pas le sien et qui en même temps avec lequel elle partage des choses, et vraiment il y a ce truc hyper vrai et en même temps qui est évidemment une espèce de miroir, de métaphore des états d'âme des adolescents, tu vois, mais c'est encore une fois une manière très très juste de parler de tout ça. Moi j'ai été aussi hyper touché par ce récit quoi. Alors c'est marrant parce que tu vois, sur la partie touchante, moi je suis qu'à 50% du chemin fait, parce que mais ça c'est pas étonnant. Je suis touché, mais pas par Hikaru, parce que je me méfie trop de lui. Et du coup pour moi ça marche pas. L'autre est touchant, il y a pas de souci dans ses sentiments et tout, mais Hikaru je le sens pas, tu vois, je le sens mais ça tout joue là-dessus justement. Moi je suis quand même d'accord avec Robin. Alors celui-ci pour le coup il y avait pas de surprise de mon côté, j'étais vraiment sûr que ça allait me plaire, au point que j'ai même retardé ma lecture. Je l'ai retardé le plus possible parce que je savais que... Mais moi aussi j'étais un peu comme toi. Je savais que ça allait me plaire, donc je voulais vraiment être bien pour le lire et prendre mon temps, tu vois. Et voilà, tout comme vous avez dit, c'est un titre qui dégage d'une espèce d'angoisse généralisée qu'on a un petit peu du mal à expliquer précisément, mais c'est l'ambiance du titre qui veut ça. Et parce que surtout en tant que lecteur, t'es complètement perdu dans le récit quoi. Tu ne comprends pas ce qui se passe, tu te demandes quel chemin va suivre ce récit si tu t'arrêtes au tome 1,
pour moi, tout peut arriver. Ça peut partir en comédie romantique, ça peut partir en seinen, En boys love. Ouais, ça peut partir en boys love. Oui, complètement. Et j'avoue que j'adore, c'est vraiment c'est justement les récits ovni que j'attends, Mais que je n'attends pas en fait. Cette ambiance qui est bluffante, c'est vraiment 50% du boulot. C'est pour ça que ça peut partir dans tous les sens, parce que le boulot est fait par l'ambiance, par la petite ville, les grillons, la moiteur, la transpiration. C'est des choses qui sont très très tangibles, qu'on peut connaître, qu'on peut ressentir à la lecture, versus un pitch qui ne l'est pas. Non mais c'est ça, et vraiment moi tu sais souvent on utilise l'expression récit d'ambiance, manga d'ambiance, film d'ambiance machin et tout, et tu sais c'est souvent un peu galvaudé, c'est des trucs pour masquer le fait que oui d'accord en fait il s'est pas fait chier, il avait pas de scénario et il mise sur l'ambiance tu vois. Mais là vraiment c'est une expression c'est fait pour ce titre quoi, c'est un titre qui repose complètement sur l'ambiance qui dégage, et à ce titre le premier chapitre mais il est incroyable, enfin vraiment c'est l'espèce de rupture qu'il y a à la fin de ce chapitre, enfin pour moi c'est un truc que j'avais pas lu depuis longtemps, vraiment de ressentir ce genre de choses à la fin de la lecture d'un chapitre, parce qu'un chapitre de manga c'est quand même, ça se lit quand même vite tu vois, et vraiment d'arriver à imposer autant de choses, à mettre cette ambiance dont tu parlais Max, et en même temps créer cette rupture et tout, enfin moi il y a que en manga que je lis ce genre de choses, et là ce titre là a encore réussi sur ce domaine, enfin moi je suis complètement bluffé quoi. Ouais. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même des petites aspérités, tu vois. Il y a ce qui est tangible, ce qu'on connaît. Il y a des pistes qui sont ouvertes, qui sont plus ou moins, possibles, auxquelles on accorde du crédit ou pas. Et c'est là qu'il faut s'accrocher, parce que sinon, t'es vite, englobé par une espèce de par l'ambiance, la moiteur, tu vois, tu peux te laisser engourdir en fait à la fois par cette entité et par cette ambiance là. Je crois que c'est voulu. Donc et c'est cool. Je sais pas. Je pense que Robin il a raison, il y a un truc où dès le premier chapitre il impose cette ambiance, et je trouve que utiliser le mot imposer c'est la bonne c'est la bonne idée en fait, parce que c'est vraiment un récit qui te dérange et qui en même temps te maintient dans le récit, il te lâche pas, tu vois, il t'accroche, et du coup c'est vraiment l'auteur qui impose cette ambiance là, et en fait tout tourne autour de cette ambiance, et je vais prendre même la couverture. La couverture a été le premier élément que j'ai vu de ce bouquin, m'a déjà donné cette ambiance poisseuse, alors que c'est bleu, tu vois, c'est même pas, on n'est pas sur des couleurs chaudes ou quelque chose comme ça. Le titre, je trouve qu'il est merveilleusement énigmatique, tu vois, et du coup en fait c'est comme s'il avait été à moitié hypnotisé par ce titre dès que je l'ai vu, donc dès l'élément de couverture j'ai c'est mystérieux, intriguant, et même en y allant avec ces attentes-là, j'ai pas été déçu. C'était encore plus différent que ce que je pensais. Tu sais quoi, elle m'a fait penser à la couverture, mais c'est pas vraiment la même chose, mais elle m'a fait penser à la photo de Laura Palmer dans Twin Peaks, tu sais, ce truc de le visage du mec qui sourit avec le message où tu sais qu'il est mort en fait, et vraiment ce truc de dire mais en fait ça va être qui ce mec et tout, enfin c'est vraiment le même sentiment que j'ai eu en voyant ce visuel quoi. Alors moi je dirais que c'est vraiment le manga pour eux par excellence quoi. Parce que comme tu disais tout à l'heure Kenya, il y a le BL, il y a le thriller, il y a l'horreur, il y a la romance lycéenne, et tout ça c'est vraiment une histoire d'équilibre qui fait que ça fonctionne. Donc moi je sais pas, ça me fait penser à une référence de Marguerite Yourcenar, tu vois, qui dit que pour réussir à avoir une relation d'amour ou d'amitié, il faut autant d'élan que de pudeur. Enfin bon, vous trouverez la citation correcte sur les internets, mais tout est là finalement. Il y a autant d'élan que de pudeur dans le titre de Hikaru Died. The Summer Hikaru Died aux éditions Pika. Numéro 2 du top, on a fait une émission dessus, vous vous en doutez, non ? Oui. Moi oui, je m'en doute. Il s'agit de Evol de Atsushi Kaneko. Au moment de la tentative de suicide ratée, 3 ados obtiennent des super pouvoirs, mais ce qu'ils en font n'a pas grand chose d'héroïque au premier abord. Ils décident donc d'aller à l'encontre de toutes les règles. Bah oui, et ben là c'est la bonne claque, hein. Je vous l'accorde pour une fois, avec tout ce délire autour du sadomasochisme. La fameuse baffe de Robin Annuel. En tout cas, dès le début dans ce manga, le ton est donné, hein. Le chapitre 1 s'appelle Life Sucks. Oui. On a une séquence de torture vengeance avec un éclatement de tête et des super-héros corrompus jusqu'à la moelle. Voilà, bonne ambiance. Non, je vous rappelle que le premier chapitre s'appelle The End et pas Life Sucks. Oui, c'est vrai. Ça à chaque fois tu fais du coup. Tu l'as fait à l'émission, je le relis à chaque fois je le lis à l'envers. Non, je vous renvoie donc à l'émission qu'on a fait consacrée à Evol. Non, bah c'est un Kaneko dans le top, hein. C'est relativement attendu, je dirais, de la part de la 5ème de coup, mais en même temps c'est tellement mérité. Enfin moi je trouve avec ce titre
bah voilà, Kaneko il confirme que c'est un des grands de maintenant quoi. Bah, tout pareil que Robin, on a souvent rapproché le dessin de Kaneko du style du comics et plus particulièrement du comics de Charles Burns. Là sur ce titre, sur Evol, bah, en plus de ça, je trouve qu'on peut dire qu'il a franchi une nouvelle étape et que maintenant il scénarise comme un auteur de comics. Là honnêtement, en lisant Evol, je lis un comics, je lis The Boys, je lis du comics un peu indé et je trouve ça trop cool que lui soit arrivé à dépasser cette scénarisation du manga pour arriver à un truc avec un chapitre 1 comme tu dis qui est hyper punchy. Ça c'est typique du comics américain pour le coup et voilà, j'adore ce titre. Du coup ça va moins se vendre alors. J'espère. Il arrive au niveau je croise les doigts. Et graphiquement il a poussé le curseur aussi, tu vois, je trouve dans la sobriété, la lisibilité, le côté ligne claire, enfin il y a un truc c'est encore plus classe que ça avait pu être et là tu sais il y a vraiment des grosses masses de noir pour cette espèce de récit dark et désabusé. Enfin moi je trouve qu'il y a une symbiose forme-fond qui est assez magistrale aussi. Mais voilà, proposition différente et résultat radicalement différent pour Atsushi Kaneko. Evol donc aux éditions Delcourt Tonkam. Le numéro 1 de notre top. Est-ce une surprise? Tellement on a parlé de Hiromu Arakawa. Ah, pour moi c'est une surprise hein. Pour le coup pour moi c'est une surprise. C'est une surprise d'avoir mis cette note. Oui. Tellement on a parlé de Hiromu Arakawa sur ces 2 dernières émissions avant. Oui c'est vrai que c'est vraiment rigolo quand même. Parce que elle est de retour. La championne est de retour avec Tsugai. L'histoire d'un village isolé d'abord, un village d'un autre temps où 2 jumeaux voient le jour séparés entre l'aube et le crépuscule. C'est très évocateur pour les habitants de ce village. Des années plus tard, on retrouve ces 2 enfants qui ont bien grandi. Yoru, le frère aîné, est devenu chasseur, tandis que sa sœur, Asa, est contrainte d'accomplir une sorte de mission secrète qui lui interdit de rencontrer plus d'une poignée d'individus triés sur le volet. Mais un jour, un groupe d'hommes armés attaque le village, tuant tout le monde sans distinction. Ils possèdent un équipement très moderne par rapport aux villageois, c'est surprenant. Et lorsque Yoru tente de retrouver sa sœur jumelle, Asa, pour s'échapper, il découvre à la place un cadavre et l'assassin de sa sœur. Assassin qui prétend être sa vraie sœur jumelle. Mais rien que le pitch, j'ai rien compris. Chapeau Max, parce que vraiment je me demandais comment t'allais le pitcher. Ouais. Je me demandais. Moi je pensais dire des mythos, très bien genre c'est juste un mec et ils sont jumeaux quoi. Mais... non mais c'est The Goat, voilà, c'est tout simplement. C'est mon argument. Non mais j'avoue qu'en 46 pages, on assiste à un what the fuck de scénario. C'est assez incroyable, ça va très très vite. Mais je sais pas si Cagnard il va parler de l'effet village plus tard. Mais c'est un peu ça. Maintenant, tu te fais plus avoir... le village. Oui, effet le village, le film. Vas-y, dis-le. Parce que clairement, à cause de Shyamalan, le village, tu te dis, c'est un film où le twist de fin, tu fais, bon, bah maintenant, tu peux plus le faire. Et du coup, moi, automatiquement, quand je vois un truc un peu d'époque ancienne, j'imagine c'est bizarre. Il y a un truc chelou. Et du coup, maintenant, je me fais plus avoir. Donc, effectivement, mais ça reste quand même le what the fuck scénario de départ. Sauf que là, tu t'es fait avoir quand même. Un peu. 47e page, du coup. Juste un peu. Évidemment qu'on se fait avoir par ce twist qui est surprenant, qui est pas forcément habituel en plus sur du Arakawa, avec un scénario très très classique. C'est assez paradoxal. Ouais, mais en fait, en même temps, quand tu continues sur le tome 2, tout ça, tu vois qu'elle tient les choses. Hein, ça se déroule vraiment comme elle l'avait prévu, je pense. Et moi, je suis très contente parce que on en avait parlé dans l'émission qu'on lui avait consacrée, en tout cas pour Tsugai, mais tu te laisses porter là. Il y a rien à faire, sinon profiter du voyage et c'est vraiment super agréable. Moi, je suis très contente de voir que voilà, c'est notre top. Vous remarquerez que on a sur le top 4. On a fait une émission consacrée à chacun de ces 4 mangas. C'était prévisible. Bizarrement. On est raccord. Et on a aussi fait une émission Gachiakuta et une émission Akane Banashi, donc on était pas mal. Tsugai, Cagnard, tu l'as lu assez tardivement, toi? Bah oui, je l'ai lu il y a 2 jours. Très belle surprise. Alors celui-ci, pour le coup... T'avais laissé de côté, c'est ça, ou non, pas du tout? Complètement. Je l'avais complètement laissé de côté, mais pas parce que j'étais pressé, pour le coup. Alors moi, je suis pas un très très grand fan d'Arakawa, mais bon, je l'ai déjà dit dans l'autre émission, mais voilà, j'étais content de pouvoir redonner la chance à cette autrice parce que en fait moi j'ai envie que ça me plaise ces titres, c'est juste que ça marche pas plus que ça, et là vraiment une très belle surprise.
J'aurais pris du temps avant de le lire, vraiment beaucoup, mais waouh, franchement, quelle maîtrise du récit. Je me suis complètement laissé avoir par les twists scénaristiques, j'étais vraiment dedans, de A à Z, et j'étais tellement déçu, j'avais pas le tome 2 quand j'ai terminé le tome 1. Alors, je pense maintenant savoir, je pense que moi j'ai un problème avec les dessins d'Arakawa, que je trouve peut-être un poil trop simpliste, on va dire, mais ça prouve encore une fois que chez moi, attention, je dis pas que c'est une vérité générale, chez moi c'est vraiment le dessin, qui est le scénar qui va m'embarquer, pardon. Et là, le scénar, je suis à fond dedans, quoi. J'ai une question. Je me demande si ce qui nous plaît et ce qui nous attire dans ce manga, c'est pas le doute qu'a Yuru, les doutes qu'a Yuru. Est-ce que les doutes qu'il a ne le rend pas plus humain et nous met pas un peu à sa place et nous donne envie de tourner la page pour savoir quelles seront ses décisions, quelles seront les erreurs qu'il va faire ou pas? Après, ça fait. Enfin, je pense que c'est pas tant ses doutes parce que il a des questions. C'est plus que des doutes, c'est vraiment des questions parce qu'il est complètement plusieurs fois posé. Enfin, il est perdu, il comprend rien à ce qui lui arrive et il a très peu de. Parce que c'est une voiture. oui, mais voilà, et donc il faut qu'il se raccroche à ce qu'il connaît. Et moi, j'en avais parlé, j'ai dit, mais il faut une force mentale pour faire ça. Et pour revenir au dessin, moi je pense que effectivement, là, elle fait vraiment dans le minimalisme. Je dirais de tendance. Il y a une espèce de. Un trait sur deux. Mais, allez, on vide le truc, quoi. Mais en vrai, Full Metal, c'était déjà. Enfin, si vous le relisez, c'est assez économe en fait. C'était déjà le cas. De dessin. Et en fait, je pense que c'est là où elle est très forte, c'est la fluidité, quoi. Enfin, vraiment, c'est moi. Tsugai, tout comme c'est la plupart de ces séries, je les lis et je me laisse emporter. Et vraiment, pour moi, ce qui fait la marque que c'est un truc qui fonctionne, c'est quand même, nous tous, on est des gros lecteurs. Et en fait, c'est des mangas comme ça qui, à un moment donné, nous font sortir de l'analyse. C'est juste, on les lit et on prend juste un pur plaisir de lecture où on se fait complètement happer et prendre dans une fluidité de récit, de personnages, de machin et tout. Et au moment où tu sors de l'analyse, pour moi, c'est vraiment le moment où l'auteur ou l'autrice a vraiment réussi son coup parce que c'est. Enfin, pour arriver à nous tenir et à nous, je dirais pas forcément nous surprendre, mais en tout cas arriver à nous tenir en haleine sur des récits alors qu'on en a lu, mais on en a lu hein, des shonen comme ça, tu vois. Mais là, vraiment, c'est une espèce de maestria à tous les niveaux et vraiment chapeau, quoi. Et je compléterai juste ton propos en disant c'est des mangas qu'on lit, qu'on a envie de lire et on y repense ensuite. Pour les 4 premiers, c'est les 4 mangas de notre top, tu y repenses après ta lecture. Et tu ne les oublies pas. T'as des images qui restent, t'as des, enfin, pour des raisons totalement différentes les uns des autres, mais clairement, ouais, t'as ça, quoi. Et bien voilà, on a fait nos 12 mangas, nos 12. On a un peu rushé sur la fin, mais. Ouais, on a un peu rushé sur la fin, parce qu'on s'est laissé avoir par le début de cette émission. Mais voilà, vous avez un beau top. On va conclure cette émission. Avec l'émission de la semaine prochaine, puis le supplément dans 10 jours. Voilà. Vous l'avez, c'est bon? Vous avez tout suivi. Si vous ne l'avez pas, juste cliquez sur la prochaine émission et voilà, ça ira très bien. Pas de supplément dimanche, on se retrouve donc mardi prochain et puis dimanche dans 10 jours. Il y aura un supplément qui donnera une conclusion, un bilan à tout ça. Tout pareil, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Cliquez juste sur le prochain épisode. Mettez la cloche et donnez des j'aime. Merci de nous avoir écoutés. Bonne lecture à tous et à la semaine prochaine. Ciao. Salut. Bonne lecture. Merci. Salut.